Alors, évidemment, on va vous entretenir, Marianne et moi, d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et évidemment qui suscite énormément de questions. On va tenter d'y répondre au cours de la prochaine heure et quart et c'est évidemment sur le télétravail. En mars 2020, le Québec est passé en mode télétravail. Pour la plupart des entreprises et même des employés, ce n'était pas prévu, ce n'était pas planifié. Les gens ont ramassé leur équipement informatique et ont exécuté leurs tâches à partir de la maison, du domicile. Ce n'est pas juste au Québec, évidemment, que ça s'est passé. C'est un phénomène qui est mondial, le télétravail. J'ai eu une conférence avec des avocats d'un peu partout dans le monde à un moment donné et nous étions tous en télétravail. Alors, on pouvait voir les maisons d'avocats réparties un peu partout à travers le monde. Alors, la plupart des employeurs n'étaient pas prêts à ça et les employés non plus par ailleurs. On en a vu des gens qui étaient sur le coin d'un comptoir, assis sur leur lit. Donc, ça a amené un changement très, très rapide. Mais personne ne s'est posé de questions et le virage télétravail s'est pris. Depuis ce temps, évidemment, on remarque que certaines organisations ont fait état ou se sont positionnées sur le télétravail. En juillet 2020, la CNESST a publié la charte d'engagement à combattre le coronavirus en milieu de travail et a encouragé, lorsque possible, le télétravail. Le Conseil du patronat du Québec a également publié le guide pratique pour l'implantation du télétravail, qui est un guide très intéressant. Et il y a des chiffres qui parlent, qui ont été compilés par le Conseil du patronat. Ce qu'on en retient, c'est que 6 personnes sur 10 ont dit vouloir demeurer en télétravail au moins 3 jours par semaine à la fin de la pandémie. C'est quand même beaucoup. Seulement 14 % des Québécois souhaitent un retour au travail en présentiel à temps plein. Alors là, on est très peu. Le télétravail est évidemment, comme Claudia l'a dit, est là pour durer même après la pandémie, probablement pour plusieurs années. Ça amène tout ça un changement de culture organisationnelle. Et quand on parle de culture organisationnelle, on parle d'organisation du travail et des modalités pour exécuter le travail et non pas de la culture d'entreprise. Ça, c'est autre chose. Alors, ça amène vraiment un changement de culture organisationnelle. Face à ce choix-là, les employeurs ont 2 solutions. La première, c'est de transformer l'entreprise et y mettre les efforts nécessaires pour tirer pleinement profit de cette nouvelle expérience de télétravail-là. Ou plutôt exercer un retour en présentiel à 100 %, ce qui est un mode de gestion rassurant et connu et qui rappelle la normalité. Évidemment, le pouvoir et l'exercice du droit de gérance et du contrôle de l'employeur se fait de visu et est contrôlable. Et les communications se font de façon plus facile. Au niveau du télétravail comme tel, au Québec, il n'y a pas encore de définition législative au niveau du télétravail. Ce n'est pas défini ce que c'est le télétravail. Par contre, en septembre 2020, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale s'est engagé à procéder à la modification des lois du travail pour les adapter au télétravail. Alors, ça ne sera pas une nouvelle loi, mais plutôt la modification de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la loi sur les normes du travail, la loi sur la santé et la sécurité du travail et même le Code du travail. Il va être intéressant aussi de voir comment les parties régies par une convention collective vont adapter celle-ci à cette nouvelle réalité parce que présentement, très peu de conventions collectives sont adaptées pour faire face à cette réalité-là. Alors, vous verrez sur l'écran le plan de la présentation. Ce que Marianne et moi, on veut vous présenter aujourd'hui, c'est de vous expliquer les enjeux juridiques et organisationnels soulevés par l'implantation du télétravail, vous informer sur les bonnes pratiques à adopter pour mettre en place le télétravail en entreprise et ce de façon efficace, et de répondre aux préoccupations et aux questionnements qui y sont liés. Je cède la parole à Marianne. Réfléchir aux enjeux juridiques.
Le premier, c'est les types de télétravail, on va le voir tout à l'heure. Le deuxième, c'est les raisons pour lesquelles vous voulez implanter le télétravail. Et enfin, c'est la distinction entre la différence entre du télétravail qui serait imposé par l'employeur et à l'opposé du télétravail qui serait sur une base volontaire. C'est très important pour vous de prendre en note ça et de comprendre que si vous vous comparez à un autre employeur qui n'a pas les mêmes paramètres que vous pourriez avoir des gros angles morts dans votre compréhension juridique des enjeux. Le télétravail forcé, alors, il faut que vous compreniez qu'à la base, dès qu'on impose le télétravail à des salariés, il y a un empiètement sur plusieurs de leurs droits. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des salariés parce que cela découle de la Charte des droits et libertés de la personne, la Charte québécoise, ainsi que du Code civil du Québec. Et bien sûr, c'est la vie privée qui vient en premier lieu parce que le télétravail s'impose dans la sphère personnelle du salarié. Mais on pense aussi quand il y a des outils qui peuvent capter l'image du salarié à la maison, c'est d'autres droits qui peuvent être enfreints. Et bien sûr, si vous avez des outils un peu plus invasifs que vous voulez importer des États-Unis, par exemple, pourriez avoir également des problèmes au niveau de la notion de dignité ou encore une intrusion dans la vie privée qui serait indésirée. Et le télétravail, on va le voir bientôt, a des impacts aussi sur les droits du salarié qui sont reconnus par la Charte et le Code civil, c'est-à-dire la pleine jouissance des biens personnels du salarié, ainsi que l'inviolabilité du domicile, donc de la maison. Et l'inviolabilité du domicile, c'est une protection juridique très forte ici au Canada et au Québec. Alors, il ne faut pas la négliger. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Mais globalement, vous devez comprendre que vos conditions de travail doivent être justes et raisonnables et l'employeur doit agir de bonne foi. Qu'est-ce que ça veut dire l'inviolabilité de la demeure ou la protection de la vie privée? Le Code civil vient nous donner des exemples qu'il faut quand même comprendre. Ce que vous devez comprendre, c'est que ces interdictions-là sont généralement interdites. C'est la base, donc par défaut, c'est interdit, mais on va voir qu'il y a certaines exceptions. Mais vous devez comprendre que l'employeur ne peut pas, à sa guise, pénétrer chez la maison du salarié ou prendre quoi que ce soit à l'intérieur du domicile, ni intercepter des communications privées ou capter son image, surveiller sa vie privée ou encore utiliser ses documents personnels. Bien sûr, il y a des exceptions. Les deux principales, c'est le consentement, qui est très important, mais aussi la loi peut autoriser certaines atteintes. La problématique actuelle, c'est que le télétravail n'est pas bien encadré dans la loi. Alors, ça va être surtout la recherche du consentement qu'on veut obtenir. Par contre, la recherche du consentement, ce n'est pas une carte blanche perpétuelle pour tout type d'atteinte. Et aussi, vous devez comprendre que le consentement doit être valide à la base. Donc, ça, c'est super important. Bien sûr, dans les relations de travail avec les droits de gérance de l'employeur, parfois la loi va autoriser une atteinte aux droits du salarié ou plusieurs droits du salarié, mais c'est balisé selon certains critères. Par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mesures ou les décisions de l'employeur doivent toujours viser un objectif légitime et important lorsque ces mesures-là ont un empiètement sur les droits du salarié et doivent être en tout temps proportionnelles. Et ça veut dire deux choses. Donc, premièrement, un lien rationnel avec l'objectif visé, mais aussi et surtout une atteinte minimale. Et vous allez voir que ça, c'est vraiment le nerf de la guerre en matière de télétravail. Puis ça veut aussi dire que pour une même situation de base, un employeur pourrait réussir à implanter avec succès le télétravail, alors qu'un autre employeur pourrait ne pas réussir avec un peu les mêmes situations de base et la différence pourrait se situer dans les types de moyens utilisés ou encore la capacité à l'employeur à faire sa preuve et faire sa preuve soit sur sa justification pour imposer le télétravail ou encore sur pourquoi c'est une atteinte minimale dans son milieu de travail à lui. Et ça va être très important, en fait, la qualité de vos documents, parce que la qualité des documents peut faire en sorte que vous réduisez l'expectative de vie privée et donc permettre une atteinte plus importante.
essentiellement, les tribunaux vont regarder un équilibre entre les droits du travailleur et les droits de l'employeur. Mais si vous comprenez ça, c'est déjà, en fait, c'est la base. On va maintenant voir un exemple concret de ça de ces principes dans une affaire où ma collègue Amélie a été directement impliquée en travaillant dans le dossier, lequel s'est rendu jusqu'à la cour d'appel. Alors, je vais maintenant céder la parole à Amélie pour qu'elle nous parle de l'arrêt Desnoyers. Merci, Marianne. Alors, rebonjour. Merci beaucoup, Marianne. Je reviens pour vous expliquer effectivement l'arrêt Desnoyers de la Cour d'appel, un arrêt qui a été rendu en 2005 et j'ai eu effectivement la chance de travailler sur ce dossier-là. Alors, je suis bien placée pour vous en parler. En fait, dans cette décision-là, ça mettait l'employeur en cause qui était le Centre jeunesse de Québec, communément appelé la DPJ. Donc, ce que la DPJ avait décidé d'imposer à ses salariés, c'est une garde de nuit, donc de minuit à 8 heures le matin. Auparavant, les employés faisaient la garde directement à l'établissement, mais en raison de contraintes budgétaires et dans le but justement de sauver de l'argent, ils ont décidé d'imposer le télétravail à tour de rôle aux salariés. Qu'est-ce que ça impliquait? Et là, on remonte en 2005. Alors, vous allez comprendre, des fois, on dit « bad facts make bad law ». Les faits d'une affaire pourraient être complètement différents et le jugement pourrait être rendu différemment. Donc, en 2005, qu'est-ce que ça impliquait pour un salarié de travailler à la maison? Alors, c'était des gros équipements informatiques. On parle de la grosse tour, du gros écran. Il y avait des fax. La personne devait faire installer une ligne indépendante de sa ligne de maison. Il n'y avait pas encore beaucoup de cellulaires. Donc, ça impliquait des changements majeurs au niveau de l'organisation de la résidence. C'est pas comme aujourd'hui où on part avec un portable puis qu'on a le Wi-Fi dans la maison. Donc, quand je vous dis les faits étaient différents, est-ce qu'aujourd'hui la décision du tribunal de la Cour d'appel serait la même? On peut se poser la question. Donc, les employés avaient appliqué sur ces postes-là pour les obtenir et les avaient obtenus. Ce que la preuve est venue révéler, c'est que les employés sont venus dire « ben moi, j'ai été obligé de réaménager un boudoir pour en faire un bureau ». Ou certaines personnes ont dit « ben moi, j'ai été obligé de prendre des espaces personnels pour réaménager mon bureau ». Il y a même une salariée qui est venue me fait que son mari ne voulait pas qu'elle exerce. Évidemment, c'est un intervenant qui intervient dans un cas de signalement à la DPJ. Donc, il doit prendre le téléphone, intervenir avec une clientèle qui peut parfois être à risque. Donc, c'est des interventions, c'est des conversations téléphoniques, c'est des fax, c'est l'appel qui rentre. Alors, les familles disaient, ben, ça a un impact aussi sur notre famille, sur notre qualité de sommeil. Alors, la dame dont le mari ne voulait pas avait demandé à l'employeur d'aller exercer ses fonctions chez une de ses amies et cette demande-là avait été refusée. Donc, la Cour a reconnu qu'il y avait une violation à 3 droits fondamentaux. Le droit à la vie privée, le droit à la pleine jouissance des biens personnels parce qu'ils devaient réaménager leur maison et l'inviolabilité de la maison. La Cour a par la suite essayé de déterminer, mais est-ce que cette atteinte-là, elle est raisonnable? Est-ce qu'elle est justifiée? Ce que la Cour est venue dire, c'est le fait que ce soit imposé uniquement pour des contraintes budgétaires, ce n'est pas suffisant et à cet égard-là, on constate que l'atteinte n'était pas justifiée. Plus l'atteinte est importante, plus la justification doit être importante et solide, ce que la Cour d'appel est venue mentionner que dans ce dossier-là, il ne retrouvait pas. L'employeur avait également plaidé qu'en postulant sur ce poste-là, les salariés renonçaient à invoquer ces droits-là. Et la Cour est venue dire le seul fait de postuler à un emploi, ce n'est pas suffisant. Ça prend vraiment un consentement qui est explicite. Alors, quand Marianne vous disait c'est important d'obtenir le consentement, est-ce que l'employeur aurait eu un meilleur moyen de défense s'il avait obtenu le consentement? La réponse est assurément oui. Alors, c'est très important de bien rédiger les conditions de travail au moment où on impose le télétravail. Est-ce que le télétravail peut être exigé par l'employé? Ça, c'est la deuxième question qui se pose. Est-ce qu'un employé a le droit d'exiger d'être en télétravail?
Et là, allons-y au-delà de la pandémie et au-delà d'un droit de refus qu'un salarié pourrait faire valoir parce que, par exemple, il considérerait que les conditions de travail posent un risque à sa santé et sécurité. La réponse à ça est en général non. Un salarié ne peut pas exiger d'être en télétravail. Il n'y a pas, au moment où on se parle, de droit intrinsèque reconnu par la législation au télétravail. Il faut faire attention, par contre, parce que peut-être que l'employé pourrait prétendre qu'il a des droits acquis, notamment si l'employeur n'a pas été suffisamment clair au courant de la pandémie et qu'il n'a pas mentionné à ses employés que c'était temporaire et que c'était pendant la durée de la pandémie. L'employeur, par son comportement, pourrait laisser penser à ses salariés qu'il va permettre le télétravail bien au-delà de la pandémie et un salarié pourrait prétendre à des droits acquis. Évidemment, le contrat de travail, la convention collective ou la tolérance de la direction peuvent être des indices qui permettraient à un salarié de dire « j'ai un droit acquis au télétravail ». Évidemment, le télétravail peut aussi devenir une mesure d'accommodement. Alors, hier, je parlais à une consoeur qui s'était fracturé le pied et elle me disait « je suis obligée d'être en télétravail ». Alors, dans son cas, elle, ce n'était pas relié à la pandémie, mais bien à une condition médicale par laquelle l'employeur a répondu par l'accommodement, lui disant « Parfait, tu peux faire du télétravail ». Alors, évidemment, quand un salarié va demander cet accommodement-là, l'employeur va devoir vérifier si c'est un accommodement qui est raisonnable dans les circonstances. Évidemment, vous comprendrez qu'un serveur de restaurant ne pourra pas faire du télétravail. Mais comme Claudia le disait d'entrée de jeu, pour des services qui seraient offerts, le télétravail pourrait être réaliste et réalisable. À ce moment-là, l'employeur devrait accommoder. Si le télétravail devient une contrainte excessive, donc que ça a des impacts trop importants sur l'entreprise, l'employeur pourrait à ce moment-là refuser tout simplement le télétravail. Je vous parle aussi de certaines lois qui vont s'appliquer en matière de télétravail. Comme je vous ai dit tantôt, il n'y a pas encore de législation à cet égard-là, mais il y a certaines lois en matière de droit du travail qui s'appliquent au télétravail. On ne les verra pas toutes en détail. Il y a certains articles de ces lois-là qui vont être vus dans les autres conférences que vous allez entendre un petit peu plus tard. Mais on va vous parler de quelques-unes qui, à notre avis, sont très distinctives au télétravail. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le télétravail ne change pas le statut d'une personne pour en faire un travailleur autonome. Alors, ce n'est pas parce que la personne travaille de son domicile qu'elle n'est plus un salarié et qu'elle devient un travailleur autonome. Il y a d'ailleurs une décision qui a été rendue dans le syndicat des salariés des produits progressifs où, justement, le tribunal devait déterminer si le fait qu'il embauchait certaines personnes à domicile en faisait des travailleurs autonomes. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs éléments à déterminer. Mais si l'employeur continue à avoir un lien de subordination très fort avec son employé et qu'il va, par exemple, s'assurer des moyens de production, qu'il y aura absence d'autonomie quant à la méthode de travail et que la personne à domicile n'a pas de risque de perte, comme un vrai travailleur autonome en aurait, à ce moment-là, ça n'en fait pas un travailleur autonome. Alors, l'employeur a encore un droit de gérance et peut subordonner la personne salariée à son droit de direction. La surveillance que l'employeur fait sur la prestation de travail est un élément de la subordination et habituellement, lorsque l'on retrouve ce critère-là, ça ne devient pas un travailleur autonome. Évidemment, pour certains cas limites, le fait de passer en télétravail pourrait militer en faveur de la reconnaissance du statut de travailleur autonome, mais le télétravail à lui seul n'engendre pas cette conclusion-là. Abordons maintenant la loi sur les normes du travail. À quel moment la loi sur les normes du travail s'applique-t-elle en mode télétravail? Donc, évidemment, si le salarié exécute son télétravail dans la province du Québec, il va de soi que la loi sur les normes du travail va s'appliquer. Elle va s'appliquer également à un salarié dont le domicile serait au Québec et que l'employeur a un établissement au Québec, mais qui exécuterait ses tâches ailleurs. Donc, on a vu dans les journaux à un moment donné que la Barbade offrait aux travailleurs canadiens d'aller faire du télétravail
là-bas, il promettait des visas de travail. Donc, si la personne allait travailler là-bas, on pourrait penser que la loi sur les normes continuerait à s'appliquer. La loi sur les normes s'applique aussi, même si l'employeur n'a pas d'établissement au Québec, en autant que le salarié exécute ses fonctions au Québec. Qu'en est-il d'un employeur québécois qui embaucherait une personne salariée à l'extérieur du Québec? Alors, le tribunal administratif du travail s'est déjà prononcé à cet égard-là dans la décision Trainer and Fund Stream. Alors, c'était une salariée qui exécutait ses fonctions à partir de l'Alberta. Et ce que le tribunal est venu dire, l'employeur était au Québec, pardon, détail important. Alors, ce que le tribunal est venu dire, c'est que dans ce cas-là, la salariée n'était pas régie par la loi sur les normes du travail. Alors, c'est important aussi à vous, employeurs québécois, si vous engagez des gens qui sont en télétravail à l'extérieur du Québec, il faut valider absolument s'il y a des lois d'ordre public en matière de droit du travail qui s'appliquent à ce salarié-là. Parce que même si vous prévoyez à votre contrat que c'est les lois du Québec qui s'appliquent et que c'est les tribunaux du Québec qui sont compétents, une loi d'ordre public d'un État étranger pourrait s'appliquer et imposer des conditions de travail aux salariés. Donc, toujours bien important de valider quelles sont les lois qui pourraient s'appliquer. Je vous parle aussi du salarié qui est réputé être au travail. Donc, à partir de quand un salarié est réputé être au travail? Quand la personne entre au travail, punch, on le sait quand la personne est au travail. C'est plus flou un peu en mode télétravail. Il y a 3 critères qui ont été retenus par la loi sur les normes du travail, 3 conditions qui sont cumulatives. Le salarié doit être à la disposition de son employeur sur les lieux du travail. Et là, j'en profite pour vous faire une parenthèse pour vous dire que les tribunaux ont établi à plusieurs reprises, et ça depuis plusieurs années, que le domicile pouvait constituer un lieu de travail lorsque la personne est en télétravail. Et la 3e condition, c'est que le salarié doit être obligé d'attendre qu'on lui donne du travail. Alors, il y a des situations qui vont se poser, notamment s'il y a une panne électrique au domicile du salarié. Alors, si ça arrive à l'entreprise, une panne informatique ou une panne de courant, l'employeur est immédiatement mis au courant et peut déterminer s'il veut que ses salariés restent disponibles. Donc, à ce moment-là, ils sont réputés être au travail ou s'il les retourne à la maison. En télétravail, s'il y a une panne de courant au domicile du travailleur, bien, le salarié pourrait dire, bien, moi, j'étais disponible, j'étais sur mes lieux du travail et j'attendais qu'on me donne du travail. Alors, tout va être une question de fait, mais ce que je vous dirais encore une fois, c'est qu'il est important de prévoir dans vos politiques que si une telle situation survenait, le salarié doit immédiatement aviser l'employeur et celui-ci pourra déterminer à ce moment-là qu'il est libéré de sa disponibilité et qu'il peut vaquer à ses occupations personnelles. Parce qu'évidemment, le fait de se rendre disponible peut amener la rémunération du salarié. Alors, comme je vous disais, tout ça va être une question de fait, mais si le salarié remplit les 3 critères, l'employeur doit rémunérer le salarié. Le contrat de travail ou la convention collective pourrait prévoir des règles différentes, mais pour les besoins de la cause aujourd'hui, on va se limiter à ça. Quels sont les principes généraux qu'on peut tirer des enseignements des tribunaux et de la CNSST? C'est que lorsqu'un salarié est en attente d'un appel, il n'est généralement pas rémunéré, mais à partir du moment où il se met au travail et qu'il est contacté et qu'il doit travailler, à ce moment-là, évidemment, il y a rémunération. Pour des salariés qui devraient être joignables en tout temps, 24 heures sur 24, incluant les jours fériés, vous comprendrez que c'est impossible pour un employeur de le rémunérer effectivement pour toutes ces heures-là. Alors, habituellement, les tribunaux vont se référer à la notion d'heures réellement travaillées. Dans l'organisation du travail, donc lorsque le salarié n'effectue pas une tâche habituelle du travail, mais qu'il organise son travail, certaines décisions nous laissent à penser qu'il pourrait y avoir une rémunération. Dans la décision de la commission scolaire de la Vallée des Tisserands, notamment,
c'était des professeurs qui restaient disponibles pendant les pauses et pendant l'heure du dîner pour faire de la planification, donc de l'organisation de leur travail. Ce n'était pas imposé par l'employeur, mais l'employeur leur demandait de faire cette planification-là pendant ces heures-là. Donc, le fait que ces salariés-là devaient être disponibles et faire un travail qui était connexe a été reconnu par le tribunal comme entraînant une rémunération. À l'inverse, dans la décision des travailleurs ambulanciers de Beauce, les ambulanciers étaient à leur domicile et attendaient qu'on les contacte. Alors, ils n'étaient pas dans leur ambulance à attendre un appel, ils étaient à leur domicile et pouvaient vaquer à leurs occupations personnelles. Dans cette décision-là, le tribunal en est venu à la conclusion qu'il n'y avait pas de disponibilité parce que le salarié pouvait vaquer à ses occupations personnelles, donc cela n'entraînait pas d'obligation de rémunérer. J'ai plaidé moi-même un dossier dans un établissement de santé où les infirmières devaient être joignables par un téléphone d'urgence pendant leur pause, mais pendant ces pauses-là, elles dormaient. Alors, ce qu'on plaidait, c'est que comme elles dormaient, elles pouvaient vaquer à leurs occupations personnelles, mais le tribunal en est quand même venu à la conclusion qu'il considérait qu'elles devaient être disponibles parce qu'elles avaient le téléphone d'urgence et devaient être joignables en tout temps. Et ça entraînait la rémunération pour ces heures-là. Se pose également la question, en vertu de la loi sur les normes du travail, de la durée de la semaine normale de travail, de la rémunération des heures supplémentaires. Je reprends mon même exemple. Très facile de savoir quand on rémunère si la personne rentre effectivement au bureau et punch in, punch out. Il en est autrement du télétravail où les heures sont plus difficilement contrôlables. Alors, il y a une exception au temps supplémentaire en vertu de la loi sur les normes du travail, c'est lorsque la personne travaille en dehors de l'établissement et qu'il y a une impossibilité absolue d'exercer un contrôle sur ces heures. Alors, les heures doivent devenir incontrôlables. Les tribunaux sont maintenant très réfractaires à appliquer cette exception-là parce qu'il faut faire la preuve que les heures sont vraiment clairement incontrôlables et pas seulement difficilement vérifiables. Alors, le fait qu'un employeur dise « moi, je trouvais ça compliqué, c'était difficile ou j'ignorais quelle heure il faisait », ce n'est pas une défense qui est raisonnable. Alors, il faut vraiment que ça soit incontrôlable et non pas incontrôlé. Alors, si l'employeur peut exercer des manières de contrôler les heures de travail en faisant remplir un registre de temps, en ayant des tableaux que les salariés doivent remplir sur les heures, bien, ça ne devient pas totalement incontrôlable. La méconnaissance d'outils technologiques aussi pour valider, calculer le nombre d'heures, ça non plus, ce n'est pas un moyen de défense qui est raisonnable. Passons maintenant à la loi sur la santé et la sécurité du travail. Donc, cette loi-là a pour but d'éliminer à la source même les dangers au niveau physique, donc de la santé, de la sécurité et de l'intégrité physique des salariés. Au niveau du télétravail, il n'y a pas encore d'encadrement spécifique qui est prévu à la loi sur la santé et la sécurité, mais on peut penser que ça va venir au cours des prochains mois. En matière de santé et sécurité au travail, l'employeur a des obligations générales, soit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer l'intégrité physique des salariés. Alors, ça peut aller aussi loin que de vérifier si l'environnement de travail assure cette santé et sécurité-là, autant au niveau physique que psychologique. Parallèlement à ça, l'employé a les mêmes obligations, c'est-à-dire de veiller à sa propre santé et sa propre sécurité et de prendre les mesures raisonnables pour les assurer. Donc, comme je vous disais, ça vise autant le volet physique, ergonomique, la sécurité incendie, par exemple, la salubrité des lieux, l'éclairage. C'est ça que prévoit la santé et sécurité. Alors, si vous savez qu'un salarié est dans son lit, à taper sur son ordinateur toute la journée, on peut penser que ce n'est pas un environnement qui est ergonomique et l'employeur devrait intervenir, au même titre que le salarié devrait déclarer cela également. On revient toujours à l'obligation de dénoncer et d'avoir une politique claire à cet égard-là. Mais également, cela vise le volet psychologique.
À distance, il faut vraiment s'assurer, et vous l'avez probablement tous vécu, je le vis moi-même à presque tous les jours lorsque je suis en télétravail, les pauses se font beaucoup plus rares. Il y a moins de routine, on commence plus tôt, on roule toute la journée, on mange devant notre ordinateur. Donc, l'employeur a l'obligation de s'assurer que les conditions d'exécution vont être optimales pour le salarié. Alors, s'assurer qu'il y a, comme je vous disais, une routine, des pauses, qu'il y a le droit à la déconnexion aussi. Alors, tout ça est très important parce que si ce n'est pas respecté, ça donne ouverture à une réclamation que le salarié pourrait faire en vertu de la loi sur les accidents et les maladies professionnelles. Parlons-en d'ailleurs de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc, évidemment, si un accident survient au domicile du travailleur, bien, la question va se poser à savoir si c'est un accident du travail ou un accident personnel. Alors, dans la mesure où ça ne survient pas à l'établissement de l'employeur, va se poser la question de savoir, mais est-ce qu'il était dans sa maison au travail ou dans sa maison, dans sa vie personnelle? Alors, tout ça va être une question de fait et la jurisprudence va évidemment répondre à ces questions-là. Comme je vous ai dit tantôt, le domicile est un lieu de travail. Mais est-ce que c'est tout le domicile ou seulement certaines pièces? Est-ce que c'est des zones de travail qui vont être délimitées par l'employeur? Alors, tout ça va être vraiment intéressant de suivre, mais on peut déjà vous apporter quelques éléments et pistes de solutions. Donc, la notion de lieu de travail est définie autant la loi sur les accidents de travail que la loi sur la santé et sécurité. Donc, c'est un endroit où, par le fait ou à l'occasion de son travail, une personne doit être présente. On distingue ça de la notion d'établissement de l'employeur. L'établissement de l'employeur, c'est le critère d'application pour savoir si la loi sur les accidents de travail va s'appliquer. Mais on n'en est pas là-dedans, on est vraiment sur la notion de lieu de travail. Ça pose la question à savoir si l'employeur est situé en Ontario avec un télétravailleur au Québec. Est-ce que la loi sur les accidents de travail, maladies professionnelles peut s'appliquer? Tout cela va être une question de fait. Alors, est-ce qu'on va considérer que le domicile du salarié constitue l'établissement de l'employeur? La réponse pourrait être oui si, par exemple, il y reçoit des clients, qu'il a des cartes d'affaires qui identifient son domicile comme étant un établissement de l'employeur. S'il entrepose des biens pour l'employeur, la loi pourrait conséquemment s'appliquer. Donc, qu'est-ce qu'un accident de travail? C'est un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenant à une personne. Et là, on redit encore le même critère, donc par le fait ou à l'occasion de son travail. Alors, c'est ça la question primordiale qui va se poser. Est-ce que c'est par le fait ou à l'occasion du travail? Par le fait du travail, c'est plus simple. Alors, c'est quand on exécute notre prestation de travail, on se blesse. Par exemple, quelqu'un qui travaillerait sur un chantier de construction et qui va se taper avec le marteau sur la main, c'est par le fait du travail, il exécute sa tâche. À l'occasion du travail, c'est un petit peu plus flou. C'est tout ce qui est aux alentours du travail. C'est même quand tu es dans ta sphère professionnelle, mais sans être en train d'exécuter réellement ta prestation de travail. Ça prend toutefois un lien plus ou moins étroit entre l'activité exercée au moment où survient la lésion professionnelle et l'événement qui est arrivé. Je vous parle de la décision Desrochers et Agence du revenu du Canada qui a apporté des éclairages intéressants. Donc, dans ce cas-là, la travailleuse était une vérificatrice pour l'Agence Revenu du Canada. Elle faisait du travail à la maison. Elle allait parfois chez des contribuables et parfois au bureau. Donc, elle devait, dans le cadre de son travail, transporter des caisses de documents. Elle était salariée rémunérée de façon annuelle. Est-ce que ça a un impact? À notre avis, oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, elle arrive chez elle à la fin de la journée. Elle est en congé au moment où elle revient chez elle. Elle n'est plus dans le cadre de son travail, mais elle sort de son coffre de voiture une caisse de documents et se blesse. Elle réclame pour une lésion professionnelle. Ce que le tribunal est venu dire, c'est que le fait de transporter des caisses dans le cas où cette madame-là travaille dans plusieurs lieux de travail différents, ben c'est dans sa sphère d'activité professionnelle. Le fait de transporter des documents et des valises,
c'est tellement connexe à son travail, c'est tellement interrelié qu'on est dans la sphère d'activité professionnelle. Alors, à ce moment-là, le tribunal a décidé de reconnaître la lésion professionnelle. Et quand je vous disais, est-ce que le fait qu'elle soit rémunérée de façon annuelle a un impact? Bien, évidemment, la rémunération au moment de l'événement va avoir un lien important. Donc, si la personne a dépunché et elle n'est pas rémunérée, on pourrait peut-être prétendre plus facilement qu'il n'est pas dans sa sphère professionnelle. Tandis que lorsque c'est un salaire annuel, c'est plus difficile de départager les heures réellement travaillées des heures non travaillées. Alors, certains critères qui peuvent être pertinents afin de déterminer si l'accident est survenu à l'occasion du travail, c'est le lieu de l'événement. Alors, si on sait, par exemple, que le bureau du travailleur est au sous-sol et que l'événement arrive au 2e étage, on peut penser que ça ne serait peut-être pas l'occasion du travail. Le moment de l'événement. Alors, si ça arrive à 2 heures du matin, alors que le salarié dort habituellement, on peut penser que ça ne sera pas par le fait ou à l'occasion du travail. Donc, la rémunération de l'activité exercée au moment de l'événement, je vous en ai parlé. L'existence et le degré d'autorité et de subordination, la finalité de l'activité exercée au moment où la lésion survient, le caractère de connexité, ces trois entre l'activité du travail et la lésion professionnelle. Les 3 derniers critères étant ceux qui ont été analysés dans Desrochers. Évidemment, ces questions-là vont permettre de déterminer si c'est une lésion professionnelle ou pas. Va se soulever aussi la question du manque de témoins. Alors, ces événements-là, quand ils surviennent au bureau, souvent, il y a des témoins. À la maison, ça ne pourra pas s'avérer. Alors, reste à voir comment les tribunaux vont agir face à cela. Je recède la parole à Marianne. Juridiques connexes qui vont s'ajouter à vos préoccupations lorsqu'on parle de télétravail. Le premier est très important, c'est la notion de congédiement déguisé qui pourrait survenir en cours d'emploi lorsque vous voulez modifier les conditions de travail des travailleurs. Il y a 2 types de congédiement déguisé. On va en voir un aujourd'hui, c'est-à-dire les modifications unilatérales par l'employeur de conditions essentielles lorsque les modifications sont substantielles. Il y a aussi d'autres enjeux juridiques. Pensons notamment à la confidentialité, à la sécurité informatique ainsi qu'à la cybersécurité. Et ces enjeux-là sont super importants. Vous devez vraiment saisir l'occasion de l'essor du télétravail pour vous mettre à jour à ce niveau-là parce que quand il y a un bris de confidentialité ou une perte des données de l'entreprise, ça peut vous causer des dommages monétaires très, très importants. Alors, la prévention et une bonne organisation au niveau des outils et du soutien technologique est primordiale à notre avis et nous voulons vraiment mettre l'emphase là-dessus aujourd'hui. On va y revenir lors de l'implantation du télétravail avec des conseils pratiques. Le harcèlement, bien sûr, la notion de harcèlement ne cesse pas en matière de télétravail. Vous avez les mêmes obligations et elles ne sont pas juste entre collègues de travail, mais aussi avec toute personne qui pourrait interagir avec votre salarié dans le cadre du travail, bien sûr. La responsabilité civile de l'employeur et les assurances en matière de télétravail vont être importantes. J'y reviens dans un instant. Et la réglementation municipale. Donc, et je ne parle pas de la réglementation municipale des locaux de l'employeur, mais bien de chaque employé. On va voir comment on peut pallier à cette situation-là parce que théoriquement, les municipalités ont le pouvoir de réglementer le travail à domicile. On a déjà vu d'ailleurs dans la jurisprudence quelques exemples où c'était soit l'espace consacré à un usage professionnel qui était réglementé, la surface d'un établissement lorsque c'est un établissement, bien sûr, de l'employeur. On a vu tout à l'heure la distinction entre lieu de travail et établissement de l'employeur. La nature des services offerts par le télétravailleur, ainsi que l'affichage externe ou s'il reçoit des clients. Quelques exemples rapidement pour vous donner des exemples d'enjeux connexes. Ce n'est pas tous les travailleurs qui vont être capables d'avoir un bureau fermé et avec une confidentialité dans la maison. Pensons à des aires ouvertes, que ce soit avec des colocataires ou enfin la famille. Et pensez toujours aussi que le télétravailleur pourrait décider de faire son travail pas à la maison, mais dans d'autres lieux. On va voir quelques conseils aussi par rapport à ça.
Et si vous permettez à l'employé de recevoir des clients, qu'est-ce qui va arriver si le client devient agressif et qu'il est seul à seul avec votre employé? Est-ce que vos assurances couvrent bien cette situation-là? On va parler aussi un peu de violence conjugale. Il y a des statistiques qui ont sorti avec la pandémie. Il y aurait une augmentation de la violence conjugale de 20 à 30 Et en 2014, il y avait un sondage parmi 8000 Canadiens qui disait qu'un tiers des travailleurs étaient victimes au cours de sa vie de violence conjugale. Alors, si l'employeur devient au courant qu'il y a de la violence conjugale, je pense qu'il va devoir y avoir des gestions particulières en matière de santé et sécurité et surtout si vous voulez imposer le télétravail. Enfin, j'avais cet été quelques connaissances qui faisaient du télétravail sur le bord de la piscine ou au chalet. Qu'est-ce qui se passe si l'employeur est, par exemple, au téléphone ou en visioconférence avec son salarié et se rend compte qu'il est sur le bord de la piscine et qu'il y a des enfants autour en matière de santé et sécurité? C'est pas juste le salarié, c'est aussi les gens qui sont en proximité du lieu de travail. Responsabilité civile, rapidement, vos polices d'assurance générale en matière de responsabilité civile peuvent couvrir les travailleurs qui exercent leurs fonctions à distance. Vérifiez votre police, posez des questions à votre assureur. Vérifiez également si ce serait opportun de demander aux salariés d'avoir une assurance habitation, par exemple dans le cadre d'une entente consensuelle de télétravail, peut-être à titre de critère d'admissibilité. Est-ce que la protection est adéquate? Est-ce que l'employeur va demander une preuve d'assurance et que le contrat d'assurance le notifie directement en cas de non-renouvellement? C'est des choses que vous pourriez penser. Télétravail forcé par l'employeur, il y a deux situations qui peuvent se survenir. Donc, est-ce qu'on est dans une situation de réorganisation du travail, de restructuration, ou plutôt dans une situation de congédiement déguisé? Ça dépend des faits et des conditions de travail négociées au départ avec l'employé. La jurisprudence a déjà venu dire que c'était dans les yeux d'une personne raisonnable, donc un critère objectif, mais positionné dans la même situation que l'employé, donc un critère subjectif. Et en matière de changement du lieu de travail, notamment le télétravail, la jurisprudence a déjà établi le concept que les changements ne doivent pas être un fardeau indu, notamment en considération des incidences sur la vie personnelle et non pas nécessairement familiale. C'est vie personnelle et ou vie familiale. Ça va dépendre de la distance de l'horaire de travail. En général, le télétravail réduit la distance, augmente le temps pour le travailleur, mais il ne faut pas prendre pour acquis que dans tous les cas, il n'y aura que des incidences positives sur la vie personnelle. Au contraire, pour certains travailleurs, la maison est peut-être un lieu de travail qui n'est pas adéquat, qui n'a pas l'espace nécessaire ou qui ne permet pas une certaine quiétude pour travailler. Un exemple de congédiement déguisé qu'on va voir maintenant, Corporation Presse Commerce en 2009. En fait, c'est une agente télévendeur, la salariée. Elle fait des appels à des clients. Elle tombe malade en 2002. Son employeur et elle vont accepter qu'elle fasse du travail à la maison, donc du télétravail pour appeler les clients. Il y a même une entente de télétravail qui est faite avec une période de probation de 6 mois. À l'intérieur du 6 mois, il y a un droit de retrait du télétravail. Finalement, la madame continue d'être malade et le télétravail va assez bien. Donc, pendant 5 ans, ils vont agir en fonction de l'entente de télétravail. Cependant, à un moment donné, l'employeur présume qu'elle n'a plus autant la motivation à travailler et voici ce qu'il décide de faire en 2007. La représentante de l'employeur et la directrice RH utilisent un faux prétexte pour se rendre dans la maison de la salariée en disant « on va t'évaluer, on va évaluer ton travail ». Rendu sur place, au lieu de l'évaluer, ils lui remettent une lettre qui lui dit « soit tu reviens travailler au bureau lundi ou tu deviens une travailleuse autonome, tu dois faire ton choix ». Et on te retire les équipements, on te retire la liste des clients, les accès, tu n'as plus rien, tu ne peux plus travailler. La madame, elle était toujours malade à ce moment-là et elle décide de faire une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante. Le tribunal va lui donner raison en disant que c'est un congédiement déguisé. Il analyse l'entente de télétravail et le contexte de celle-ci, dont notamment l'enjeu de santé, mais aussi beaucoup la manière dont l'employeur s'est pris pour venir
changer unilatéralement les conditions de travail et les justifications. Alors, dans ce cas-là, c'était clairement un cas de congédiement déguisé et c'était un exemple, donc, à ne pas suivre. Le tribunal va même dire que c'est un usage arbitraire et déraisonnable du droit de gérance. Il dit aussi que la faculté de retrait du télétravail à l'intérieur du 6 mois ne s'est pas renouvelée après la période de probation. La madame avait un dossier disciplinaire vierge, elle avait 13 ans d'ancienneté aussi, et la qualité de son travail n'était pas en cause. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue Amélie pour qu'elle vous parle de la prochaine section. Alors, on va maintenant parler de surveillance et de l'exercice à distance du droit de gérance. Donc, évidemment, pour l'employeur qui a des salariés en télétravail, il y a l'obligation de surveiller et de contrôler la prestation de travail. Alors, évidemment, il faut connaître pour agir. Donc, qu'est-ce qu'on connaît de sa prestation de travail? Qu'est-ce qu'on connaît de son efficacité pour essayer d'agir? Donc, à partir du moment où l'employeur aurait un doute à l'effet que la performance de travail n'est pas à la hauteur des attentes, ça pourrait faire en sorte que l'employeur déclencherait une surveillance et un contrôle un peu plus accru de la prestation de travail. Évidemment, la flexibilité ou l'autonomie accrue peut vouloir dire, mais pas dans tous les cas évidemment, une surveillance accrue du comportement et un meilleur contrôle de la performance. La décentralisation du milieu de travail ne signifie pas que l'employeur perd son droit de gérance, bien au contraire. On va le voir d'ailleurs un petit peu plus tard dans certains exemples de jurisprudence, ni même que l'employeur perd son habilité à imposer des mesures disciplinaires ou administratives. C'est peut-être des fois plus difficile à exercer, mais c'est primordial pour l'employeur de le faire malgré tout. La surveillance, dans le contexte de l'expectative de vie privée dont Marianne vous a parlé d'entrée de jeu. Donc, la surveillance, c'est vraiment pour l'employeur une méthode de contrôle de la performance du salarié et également de son comportement. À prime abord, le fait d'exercer une surveillance du travail qui se fait au domicile du salarié peut constituer une intrusion dans la vie privée. Mais comme on vous a dit précédemment, il y a certains moments où l'employeur peut exercer une surveillance et que ça devient une atteinte qui est justifiée au droit à la vie privée. L'expectative de vie privée va varier en fonction de différents critères. Donc, évidemment, lorsque la personne est au travail, dans l'établissement de l'employeur, son expectative de vie privée est amoindrie. Il y a une certaine part de vie privée, mais le salarié sait que lorsqu'il est au travail, cette perspective-là est amoindrie. Il en va autrement lorsque l'employé est à son domicile. L'expectative de vie est un peu plus grande que s'il était au travail. Mais ça ne fait pas en sorte que l'employeur n'a aucun droit. Évidemment, si vous me dites que la façon que vous avez trouvée pour surveiller la performance en télétravail de votre salarié, c'est d'installer un enquêteur sur le bord du terrain qui va filmer à l'intérieur du domicile, j'aurais tendance à vous dire que ce n'est pas une bonne idée et que là, il y a vraiment une intrusion dans la vie privée. Mais on va voir un petit peu plus tard certains modes de contrôle qui peuvent être exercés. Si le salarié décide d'exercer du télétravail totalement à l'extérieur de son domicile, par exemple, il va faire du télétravail au Second Cup ou au Tim Hortons, il est dans un lieu public, donc son expectative de vie privée est à tout le moins nulle. Encore une fois, et on ne le répétera jamais assez, la rédaction de vos documents devient primordiale et essentielle. Les employés doivent savoir que l'employeur peut exercer une surveillance et dans quelles circonstances l'employeur va de facto exercer cette surveillance-là. Dans quelles circonstances on va déclencher ce processus-là. C'est important aussi avec vos employés en télétravail de fixer des attentes qui sont claires, notamment au niveau des comportements attendus et de la qualité et de la quantité du travail. Ça, vous devez le faire. Au mois de mars, les employeurs n'ont pas eu le temps de le faire, mais là, c'est important de le faire. Et évidemment, encore une fois, dans la mesure du possible, il faut rechercher le consentement du salarié qui va vous dire « Oui, je suis conscient qu'il pourrait y avoir de la surveillance et les circonstances dans lesquelles celle-ci pourrait s'exercer. » L'employeur doit être raisonnable dans la vérification qu'il va faire de la prestation de travail.
autant dans la rédaction des termes choisis dans sa politique que dans l'exercice de cette surveillance-là. La première question qui va se poser, c'est est-ce que l'employeur avait un motif raisonnable pour exercer une surveillance? Est-ce qu'on a des motifs rationnels pour le faire? Moi, je dis souvent à mes employeurs, mes clients, il faut que tu aies un doute raisonnable. Est-ce qu'il y a une prestation de travail qui est nettement insuffisante par rapport aux autres? Est-ce qu'on voit une baisse de la qualité du travail? Est-ce qu'on a des plaintes de nos clients? Alors ça, c'est des indices qui peuvent permettre de mettre en place une surveillance plus accrue. Et la manière d'agir doit aussi être raisonnable. Alors, quand je vous disais tantôt que d'aller filmer quelqu'un dans son domicile n'était peut-être pas la meilleure des stratégies, le moyen utilisé doit être raisonnable à l'égard des circonstances. Donc, à chaque étape, la décision de l'employeur doit être motivée et le geste de l'employeur doit être raisonnable. Quand on parle d'atteinte minimale, donc on parle encore de raisonnabilité et de la méthode qui va être la moins intrusive possible. Qu'est-ce que ça veut dire, le moins intrusif possible? Il faut éviter de s'attarder au contenu de l'ordinateur, par exemple. Donc, c'est sûr que si vous allez systématiquement lire tout le contenu des courriels ou vous enregistrez les conversations téléphoniques que vos employés peuvent avoir, ça, c'est très intrusif. Alors, on s'attarde au contenu. Il est préférable, et je ne vous dis pas qu'on ne peut pas le faire. Il y a des circonstances dans lesquelles on va le faire, mais le doute doit être encore plus important pour le faire. À la base, ce qu'il faut privilégier, c'est vraiment les métadonnées. Donc, certains logiciels espions, par exemple, qui pourraient être installés sur l'ordinateur ou sur le cellulaire. Des mesures du temps d'activité. Il y a des logiciels qui vont mesurer le temps d'activité sur l'ordinateur. Faire une vérification des sites visités. Alors, si on voit que la personne passe sa journée sur Google, la presse, Facebook, Twitter, on peut penser qu'elle ne passe pas ce temps-là à son travail. Ça peut être le temps d'action aussi passé au téléphone. Alors ça, ce sont des vérifications de métadonnées qui ne sont pas tellement dans le contenu que plutôt sur le contenant. On vous a fait part aussi de certains moyens pour exercer une surveillance. Donc, il y a des outils technologiques qui sont mis à votre disposition pour surveiller l'utilisation notamment de l'Internet, du réseau informatique, du courriel informatique. Donc, ça, ce sont des moyens auxquels l'employeur peut recourir pour surveiller la prestation de travail de ses employés. Et il y a des unités de mesure aussi qui peuvent être imposées. Le temps d'activité ou d'inactivité, les statuts de la connexion. Alors, quelqu'un qui serait toujours offline, on peut présumer qu'il n'est pas au travail. Les données ciblées pour la navigation, comme je vous disais, le taux d'envoi et de réception de courriel. Alors, ce sont toutes des données qui peuvent vous permettre de vérifier la qualité du travail de salarié. Le choix que vous allez faire de ces méthodes-là va dépendre notamment de votre style de gestion. Donc, jusqu'où vous êtes prêt à vous rendre. Mais évidemment, il y a certaines autres données dont on peut tenir compte, notamment la rémunération du salarié. Comment on peut vérifier la prestation de travail d'un salarié à taux horaire? Mais on peut mesurer le temps de travail avec la qualité de travail. Donc, vous savez, grosso modo, en fonction du temps réparti, quelle quantité de travail un employé est supposé être capable de livrer. Alors ça, c'est une façon de surveiller la prestation de travail. Pour des salariés avec un salaire annuel, évidemment, on peut fixer des rencontres avec des objectifs à atteindre dans des délais précis. Donc, c'est une façon de gérer la performance. Ça peut être par des évaluations de la performance. Ça peut être par projet avec des délais. Donc, je te délègue tel projet, tu as 3 semaines pour le réaliser. Si tu ne le réalises pas, il y a peut-être un problème au niveau de la prestation de travail. Ça peut être en termes d'objectifs de vente également. Alors, en mars, lorsque tout le monde est passé en télétravail, c'était plus difficile de mesurer ça. Maintenant, il est important de le faire et d'imposer des mesures de contrôle et surtout de les faire connaître aux salariés. Au niveau du contrôle de la performance, comme je vous disais, il y a certains outils qui sont mis à votre disposition et vous pouvez fixer des objectifs. Par contre, encore une fois, les attentes de l'employeur doivent être raisonnables et les délais pour implanter ces nouvelles
façons de faire-là doivent être aussi raisonnables. Alors, si vous arrivez du jour au lendemain puis vous dites, bien, les derniers mois ont été difficiles, on a eu beaucoup de pertes, donc on augmente les objectifs de tout le monde de 50 on met des mesures de contrôle vraiment plus importantes. Alors, ça pourrait devenir déraisonnable. Et d'ailleurs, dans la décision du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du nord de l'île Montréal, l'employeur n'avait pas mis en place un programme de vérification du travail. Ce qui avait été fait, c'était vraiment l'implantation d'un outil de gestion de la performance qui était très lourd pour les salariés. Ils sont venus témoigner que ça avait occasionné une surcharge de travail, une incapacité d'atteindre les objectifs. Les gens sont venus témoigner que ça leur avait causé des stress, des tensions, qu'il y avait eu des répercussions néfastes sur le climat de travail. Ce programme-là, qui avait été imposé rapidement, sans délai, sans explication, et qui avait vraiment modifié les conditions de travail, a été déterminé par le tribunal du travail, d'arbitrage, comme portant atteinte au droit à des conditions de travail justes et raisonnables et a imposé à l'employeur le paiement d'une somme de 500 $ à titre de dommage. Alors, il faut y aller toujours dans la raisonnabilité à petits pas pour amener les salariés à y adhérer. À terme de conseils pratiques, évidemment, pensez à la gestion du changement et adopter une approche personnalisée. Ce qui est bon pour Pitou n'est pas nécessairement bon pour Minou. Il faut tenir compte de la capacité de la personne à s'adapter, la capacité d'apprendre et la capacité que certaines personnes ont ou pas en matière technologique. Dans la décision Sans façon et réseau des femmes d'action handicapées, une travailleuse, avait tenté de faire reconnaître une lésion professionnelle en disant que lorsqu'elle était en télétravail, elle devait rendre des comptes plus fréquemment et elle tentait de faire reconnaître son trouble d'adaptation avec humeur dépressive comme étant une lésion professionnelle liée à ce contrôle-là plus important que l'employeur lui avait imposé. Ce qui est intéressant de cette décision-là, c'est qu'elle nous dit qu'il est normal, dans un contexte de télétravail, que les travailleurs aient à rendre des comptes plus régulièrement à l'employeur et que l'employeur est en droit de s'attendre à des critères de qualité et de productivité et que parallèlement à ça, le travailleur, dans ce cas-ci la travailleuse, ne peut pas invoquer cela à titre de précédent pour une lésion professionnelle. Alors, ce qui est important aussi de noter de cette décision-là, et qui est très intéressant par ailleurs, c'est que la travailleuse avait demandé à effectuer sa prestation de travail chez son conjoint. L'employeur lui avait refusé. Et le tribunal est venu établir que c'était une exigence normale de l'employeur de refuser d'aller travailler chez son conjoint. Alors, on parle beaucoup de confidentialité. Elle voyait ça comme étant de l'acharnement. Le tribunal a plutôt dit non, c'est une exigence normale de l'employeur. Dernière décision que je veux porter à votre décision avant de céder la parole à Marianne. Dans la décision Air Transat, le télétravail avait été imposé dans l'entreprise. Je vous rassure, les pilotes d'avion ne faisaient pas partie de ce programme de télétravail-là. Alors, les exigences à rencontrer avaient été clairement définies par l'employeur. Malgré des exigences très claires, la prestation de travail et la performance d'un salarié avaient été jugées anormales. Donc, tout ça a amené le déclenchement d'un processus d'enquête de l'employeur. Au terme de tout ça, le salarié a été congédié. Ce qui est intéressant de retenir de cette décision-là, c'est surtout le ratio où le tribunal vient nous dire qu'en télétravail, puisque le télétravailleur est sans supervision directe, le lien de confiance nécessaire doit être plus grand que s'il était dans l'entreprise. Alors ça, c'est un élément dont vous allez pouvoir tenir et que Marianne va vous parler plus spécifiquement dans la prochaine partie. Marianne? Le concret de l'implantation et la mise en place du télétravail. Pour ça, il faut comprendre les différents types de télétravail. Le premier, bien sûr, le télétravail en raison de la pandémie ou pour des raisons d'urgence sanitaire. Vous devez comprendre que peut-être que vous opérez présentement avec des règles implicites, mais quand il n'y a pas d'écrit,
Le problème des règles implicites, c'est parfois la notion de droits acquis qui pourrait en découler. Alors, vous avez intérêt d'avoir une politique, laquelle peut être temporaire et vraiment spécifier qu'elle ne constitue pas un précédent ni des droits acquis. Je vais vous donner 2 exemples de clauses que vous pourriez mettre, par exemple, dans une politique temporaire pour la pandémie. Par exemple, la présente politique particulière constitue un cas d'espèce et ne peut être invoquée à titre de précédent. Et encore, la présente politique particulière ne constitue d'aucune manière un droit acquis pour les salariés visés et ne peut être considérée comme un engagement de l'employeur à l'inclure dans tout contrat de travail ou convention collective selon le cas actuel ou futur. Donc, c'est déjà des choses qui vont venir protéger l'employeur. Il y a bien sûr d'autres types de télétravail, ce qu'on peut dire le télétravail occasionnel, temporaire, au cas par cas. Par exemple, lorsqu'il y a une tempête de neige, une personne de l'entourage du salarié est malade, ou encore pour certaines personnes qui présentent des handicaps et qui seraient plus bénéfiques pour eux, en fait, de travailler à partir de la maison. Faites attention si vous faites une politique pour ce genre de situation-là, de ne pas, avec vos exclusions ou vos descriptions ou vos omissions, avoir un caractère discriminatoire. Le télétravail à temps partiel ou en rotation, c'est sûrement celui qui va nous intéresser le plus et qu'on va voir le plus dorénavant. Il y a un avantage direct pour l'employeur qui peut diminuer en fait le coût de ses locaux, de l'espace, en faisant aussi du partage du bureau. Il y a aussi le télétravail à temps plein, que ce soit pour un employé ou pour l'ensemble des employés. Si c'est le dernier cas, bien sûr, on parle de bureaux virtuels. Certains employeurs à Montréal pourraient peut-être en voir les avantages, par exemple. Et bien sûr, le télétravail à la discrétion de l'employé, où on aurait vraiment une politique sur une base volontaire. Par contre, ça ne s'applique pas pour tout le monde, surtout si vous avez des bureaux limités. Mais ces cas vont être différents. En fait, la première chose, c'est de voir, vous voulez rédiger une politique ou une entente de télétravail pour viser quel type de télétravail. Ça va dépendre de certaines situations. En fait, il y a différentes situations qui peuvent survenir qui vont nécessiter des documents différents qui doivent être adaptés. On va y passer brièvement, mais si pour vous, la présence physique dans l'établissement, par exemple dans une usine, est importante, je crois que maintenant, les contrats de travail devraient spécifier, avoir des clauses, il ne faudrait vraiment pas l'oublier, de le mentionner que le lieu de travail, c'est l'établissement de l'employeur. Et quand vous faites ça, vous avez avantage d'avoir une clause de mobilité qui va permettre à l'employeur de faire des changements de lieu de travail ou d'établissement sans que ça constitue un congédiement déguisé. Et bien sûr, peut-être qu'elle n'aura pas besoin d'avoir des documents très étoffés en matière de télétravail parce que ça va être plus des cas d'exception. Le deuxième cas, c'est une personne qui, elle, aimerait avoir une meilleure conciliation travail-vie personnelle. Ce n'est pas nécessairement pour des raisons familiales. Il y a beaucoup de raisons personnelles que ça pourrait arriver. Peut-être que vous allez opter vers une entente de télétravail qui serait temporaire avec une période de probation et du télétravail en rotation pour voir comment ça va se passer dans les prochains 6 mois avec cette entente-là. Mais ce ne sera pas nécessairement adapté au troisième cas, le cas de Mario, qui lui, peut-être était... En fait, le cas, c'est qu'il habite à Bromont. Il travaille pour un employeur à Montréal depuis un certain temps. La pandémie est arrivée et maintenant, il travaille de Bromont en télétravail. Lui et son employeur s'est rendu compte que ça fonctionnait bien. Et maintenant, Mario pense à vendre son condo de Brossard pour être entièrement en télétravail à 100%. Eh bien, lui aurait tout avantage à renégocier son contrat de travail, ce qui pourrait être à l'avantage aussi de l'employeur. Et vous devez être conscient que si ces situations-là arrivent et que vous n'êtes pas ouvert à renégocier les contrats de travail, bien peut-être que vu les impacts majeurs dans sa vie au niveau de son habitation, il va peut-être magasiner en fait des employeurs qui, eux, vont être ouverts. Le quatrième cas, c'est plutôt la compagnie qui aurait avantage à faire un changement et à l'imposer à ses salariés, notamment pour des raisons de coût. Donc, vu la notion du congédiement déguisé en cours d'emploi, peut-être que l'entreprise pourrait aller vers une implantation progressive du télétravail
commencer par des ententes de télétravail consensuelles d'un commun accord, essayer de sonder ses employés pour savoir qui préférerait en fait faire du télétravail en rotation, avoir des bonnes ententes à cet égard-là. Et quand elle embauche ses nouveaux employés, aller directement avec du télétravail en rotation aussi. Elle pourrait ainsi diminuer la superficie de ses locaux et éventuellement même peut-être devenir virtuelle si jamais c'est sa vision d'entreprise. Par contre, le télétravail entièrement à la discrétion des salariés ne serait pas adapté à cette situation-là parce qu'il y aurait peut-être un problème de manque de locaux si tout le monde vient travailler en même temps. Comment obtenir le consentement? On en a parlé aujourd'hui du consentement, mais ce qu'il est préférable, c'est que ce soit à l'embauche plutôt qu'en cours d'emploi, de manière expresse, donc une entente claire et donc aucun doute par rapport à ça, et libre et volontaire, c'est-à-dire que soit c'est une réelle volonté du salarié parce que c'est à son avantage, ou soit qu'il y a une renégociation des conditions de travail. En cours d'emploi, c'est bien sûr possible aussi, mais il y a peut-être une analyse de risque à faire au niveau du congédiement déguisé, surtout par rapport à certains employés qui auraient beaucoup d'ancienneté ou qui auraient des difficultés à implanter le télétravail. Il existe aussi la notion d'entente implicite de télétravail, laquelle peut être aidée avec une politique, mais c'est beaucoup plus risqué, notamment pour les droits acquis, mais aussi pour l'existence même de cette entente-là. Alors, on vous suggère d'éviter, en fait, on recherche le consentement. Alors, nous, on préfère des ententes de télétravail bien adaptées plutôt qu'une politique de télétravail au stade actuel de l'état du droit. On veut simplement attirer à votre attention que le Conseil du patronat du Québec, dans leur guide de pratique, a des exemples d'éléments qui peuvent être intégrés dans une politique de télétravail, mais soyez bien informés que c'est une politique qui a été réfléchie avec un caractère volontaire, donc à la discrétion du salarié. Pour notre part, on préfère plutôt aller vers une entente de télétravail, la recherche du consentement, éviter les flous juridiques, être mieux adaptée, mais aussi qu'elle viendrait diminuer les expectatives de vie privée et donc augmenter les droits de gérance de l'employeur, une meilleure protection en matière de santé et sécurité et même venir ajouter des droits pour l'employeur qui ne sont pas encore reconnus aujourd'hui et minimiser vos risques. On va maintenant rentrer dans les conseils pratiques du contenu de cette entente de télétravail. Premièrement, quel type de télétravail elle vise? Après ça, c'est quoi les emplois admissibles au télétravail dans le cadre de votre entente? Je vais vous donner quelques exemples de critères d'admissibilité. De 1, la conformité à la réglementation municipale. Un bon dossier de performance, que ce soit au niveau de l'horaire, la qualité ou l'absentéisme. Une connexion Internet à haute vitesse avec un bon routeur, poste de travail ergonomique, par exemple, un environnement de travail sans interférence, qu'il s'engage l'employé à être accessible en tout temps lors des heures de travail, demeurer disponible également à venir en présentiel au bureau et une procédure en cas de problème informatique. Pensez notamment s'il y a des équipements de travail à être changés. Est-ce que vous préférez venir limiter la géographie en fait, vous assurer que pour être admissible au télétravail, il faut être à l'intérieur de 2 heures de route. C'est peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est des critères d'admissibilité, mais aussi de maintien du télétravail que vous pouvez prévoir. Et on y reviendra un peu plus tard à ce sujet-là. Ça va être important d'avoir un comité d'approbation ou des gens responsables pour savoir qui va être admissible au télétravail, notamment pour qu'il y ait un traitement équitable parce que l'employeur doit s'assurer d'avoir des conditions justes et raisonnables, puis éviter aussi les arguments de congédiement déguisé. Prévoyez, ça c'est très important, des modalités de retrait du télétravail avec des exemples non limitatifs. Par exemple, la fin d'une probation. Comme je le disais tout à l'heure, prévoyez aussi des clauses qui viennent dire qu'il n'y a pas de droits acquis. Votre durée de l'entente va être importante. Est-ce que c'est une entente temporaire ou c'est une entente pendant la durée de l'emploi? Ça peut être intéressant de faire la durée de l'emploi parce que vous voulez éviter l'argument de congédiement déguisé avec des modifications des conditions de travail en cours d'emploi. Et
c'est important de prévoir les modalités de résiliation de l'entente, donc la fin de l'entente, et ce n'est pas la même chose que les modalités de retrait du télétravail, parce qu'il pourrait être avantageux d'avoir une entente qui est pendant toute la durée de l'emploi, où parfois l'employé va être admissible, parfois non, selon le respect des critères. Insérer des clauses où on reconnaît le respect des droits du salarié, mais le salarié reconnaît aussi l'exercice raisonnable du droit de gérance. Spécifiez vos attentes de l'employeur en télétravail et assurez-vous de mentionner les méthodes d'évaluation de la performance ou de surveillance du comportement. Et si vous le mentionnez, eh bien, vous diminuez les expectatives de vie privée et c'est encore mieux si l'employé, bien sûr, accepte ces méthodes. La détermination de la zone de travail, donc deux choses. Premièrement, c'est quoi les lieux autorisés où il peut faire du télétravail? Est-ce que vous le limitez au domicile ou vous acceptez, par exemple, qu'il aille dans des hôtels? On sait qu'il y a plusieurs hôtels qui promouvoient en ce moment le télétravail dans leur chambre, mais il y a peut-être la notion de est-ce que l'employé va oublier un document confidentiel ou une clé USB dans la chambre d'hôtel? Donc, vous pouvez peut-être préférer que ça soit dans un domicile. C'est vraiment votre discrétion selon plusieurs paramètres au niveau des conditions de travail. La délimitation de la zone de travail à l'intérieur du domicile, on veut vous sensibiliser que vos critères doivent être raisonnables, surtout par rapport à certaines personnes qui peut-être n'auraient pas la possibilité d'avoir un bureau fermé ou un aménagement très complexe du domicile. Pensez à la confidentialité, l'ergonomie, la quiétude également. Ce qui est aussi très, très important dans votre entente de télétravail, c'est qu'il y ait un consentement du salarié à des droits d'accès ou de visite et de visite de l'employeur pour des motifs légitimes, non limitatifs. Vous pouvez donner des exemples, par exemple, santé-sécurité, évaluation d'un accommodement raisonnable, mais aussi, par exemple, si l'employeur veut venir récupérer des biens qui appartiennent à l'entreprise ou des informations confidentielles. Par contre, tant la rédaction doit être raisonnable, mais aussi l'exercice de ces droits-là doit être raisonnable. Vous pouvez même prévoir qu'il y ait un préavis qui soit donné et après ça, l'employeur pourra faire la visite. Santé-sécurité, eh bien, on vous met ici quelques conseils pratiques. Rappel des obligations de l'employé, le devoir de collaborer, déclaration d'un accident. Vous pouvez aussi prévoir des exemples à suivre et à ne pas suivre au niveau du télétravail, une liste de contrôle, mais surtout le droit de l'employeur d'exiger des photos de la conformité de la zone de travail, pensons notamment au niveau ergonomique, ou encore le droit de l'employeur, ses représentants ou mandataires, comité CSST, de visiter et inspecter la zone de travail, particulièrement après un accident de travail. L'organisation du travail peut être aussi prévue dans la politique de télétravail et ça va être différent si vous avez un salaire annuel de si vous avez un salaire horaire. Salaire annuel, vous devez faire attention que les critères au niveau des heures ne deviennent pas tellement inflexible que vous transformez le salaire annuel en un salaire horaire. Vous pouvez plutôt avoir une clause qui viendrait favoriser le respect des heures d'ouverture de l'entreprise. J'avais justement une cliente qui cet été avait des problèmes avec ses ingénieurs parce qu'ils étaient tous en télétravail, pour la plupart chez eux ou au chalet. Ils profitaient de la belle journée et travaillaient très tard le soir. Par contre, quand il y avait un client qui appelait dans la journée, il n'y avait pas d'ingénieur qui était disponible pour parler aux clients. Donc, c'est important d'avoir ce genre de clause-là aussi. Salaire horaire, c'est l'important de vraiment clarifier l'heure de début et l'heure de fin du travail et prévoir que le temps supplémentaire doit être sur approbation de l'employeur avec des outils technologiques comme Amélie vous a parlé tout à l'heure. Insérer des clauses au niveau de la sécurité informatique, confidentialité. Ça pourrait être dans un document à part, mais assurez-vous que vos documents soient arrimés.
Ça va être très, très important d'avoir des protections en matière de sécurité informatique et confidentialité. On vous réfère au cahier du participant pour avoir plus de détails à cet égard-là. Vous allez le recevoir d'ici la fin de la semaine. Ça va être bien détaillé, mais rapidement, pensez à exiger une connexion Internet sécurisée. Peut-être même, en fait, souvent, l'employeur va avoir tout avantage à avoir son propre réseau privé virtuel, VPN, avec ses propres équipements informatiques pour s'assurer, au niveau des logiciels pour le travail et pour la mémoire de l'entreprise, des documents et des données, pour aussi s'assurer que ces données-là soient sécurisées et s'assurer qu'on contrôle ces mesures de sécurité directement de l'employeur. Vous pouvez aussi interdire certains logiciels, par exemple, interdire que les employés ajoutent des applications qui pourraient être nuisibles pour votre réseau. Et bien sûr, votre entente devrait être très claire au niveau de c'est qui le propriétaire de ces équipements-là, ces logiciels, et c'est quel usage qui est permis, personnel, professionnel ou mixte. Vous pouvez prévoir aussi une obligation de déclarer une panne de réseau, une panne d'électricité, par exemple. Et vous pouvez aussi prévoir pour des dépenses, qu'est-ce qui est autorisé ou non, mais il faut faire attention à cet égard-là. Je vais maintenant vous présenter quelques autres conseils pratiques très brièvement. La jurisprudence a déjà reconnu que l'employeur qui exige que la ligne téléphonique personnelle du salarié soit en tout temps disponible pour l'employeur, c'était déraisonnable, c'était une atteinte à sa vie privée. Privilégier plutôt les équipements de l'employeur, par exemple la téléphonie IP, favoriser une bonne connexion Internet. Les dépenses liées aux opérations d'employeur, c'est à la charge de l'employeur, par exemple un système de comptabilité. Et vous n'êtes pas obligé de payer tous les équipements de travail. Par contre, dans vos exigences, ça ne doit pas se faire en sorte que le salarié devient en dessous du salaire minimum. Et exceptionnellement, maintenant, Revenu Québec prévoit que pour 500 $ pour s'équiper en matière de télétravail, c'est une allocation raisonnable, non imposable. Donc, ça peut être intéressant de faire le saut maintenant. Pour la validité du consentement, quelques conseils pratiques. Donc, vous pouvez, dans votre entente, venir au début de l'entente avec des attendus que, définir les raisons pourquoi le salarié veut être en télétravail. Si vous avez négocié une contrepartie, écrivez-la dans l'entente. Assurez-vous que l'entente, elle soit datée et signée et donnez un délai au salarié avant d'exiger la signature du document et la remise du document pour éviter l'argument qu'il a signé sous pression. Si on conclut maintenant la différence entre le télétravail forcé ou le télétravail volontaire, mais le télétravail forcé, c'est sans consentement du salarié. Si vous êtes à l'embauche, vous devez quand même respecter les droits du salarié, encadrer le télétravail et penser aux enjeux juridiques qui en découlent. Si vous êtes en cours d'emploi, bien, vous devez penser à ces trois mêmes éléments-là, mais il y a un quatrième qui s'ajoute, c'est-à-dire la notion de congédiement déguisé. Et finalement, pour le télétravail volontaire, bien, on vous suggère d'avoir une entente de télétravail qui est bien rédigée, que ce soit à l'embauche ou en cours d'emploi, où vous allez avoir une renonciation partielle des droits du salarié, une augmentation des droits de gérance. L'encadrement va être mieux adapté, vous allez avoir des meilleures protections, mais l'enjeu va toujours être la validité du consentement libre et volontaire. Je vais maintenant céder la parole à Amélie pour la conclusion de notre conférence. Merci, Marianne. Alors oui, on est déjà rendu à la fin de cette conférence qui, nous l'espérons, a su répondre à certaines de vos questions. Donc, évidemment, comme on l'a dit, le télétravail a pris un virage rapide en fonction de la pandémie. Par contre, on peut déjà constater une tendance vers une nouvelle organisation du travail. On constate, Claudia l'a dit également, une ouverture des milieux de travail de plus en plus vers cette forme de travail-là et ce qui amène une délocalisation des employés. Mais on peut quand même tenter comme employeur de garder un esprit d'équipe malgré tout. Évidemment, tout ça a créé aussi des nouvelles attentes pour les employés. Ils ont pris goût au télétravail et recherchent
par celui-ci une certaine flexibilité, une conciliation travail-vie personnelle qui est recherchée. Évidemment, ça va aussi amener une opportunité d'emploi qui va être beaucoup plus grande. Donc, qu'est-ce qui empêcherait une personne de Montréal d'appliquer sur un poste en télétravail en Gaspésie, par exemple? Alors, les opportunités d'emploi vont s'ouvrir et les salariés vont chercher à avoir des emplois où il va y avoir une réduction du temps et des coûts de déplacement et des coûts afférents de devoir se déplacer. Évidemment, comme employeur, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vous invite à vous ouvrir à cette nouvelle réalité-là et à embrasser ce nouveau changement-là. Parce qu'évidemment, les employeurs qui vont faire le virage vont devenir très attractifs et risquent d'avoir un fort pouvoir de persuasion pour des gens qui vont être attirés par le télétravail. Alors, si vous voulez garder vos gens à l'emploi, il faut faire preuve d'ouverture par rapport à tout cela. Évidemment, ce qui va être à suivre au cours des prochains mois, c'est les modifications aux lois du travail. Qu'est-ce que cela va apporter au niveau des relations employeurs-employés? Il va y avoir aussi une émergence importante de certaines questions, notamment le droit à la déconnexion et la délimitation du début et de la fin de la prestation de travail. On va aussi voir probablement un élargissement de la notion d'établissement en vertu du Code du travail, donc pour avoir une accréditation. Qu'est-ce qui va être considéré comme l'établissement si certains employés sont en télétravail? Bref, beaucoup de questions qui vont venir au cours des prochains mois. Ça va être encore d'actualité, cette question-là, pour les prochaines années, nous en sommes convaincus, mais nous espérons qu'avec ce que nous connaissons à ce jour du télétravail, on a pu vous donner quelques conseils pratico-pratiques. Et je vous le répète, ouvrez-vous à cette nouvelle réalité-là. Nous demeurons disponibles pour vous aider si vous avez des questionnements. Merci.